cette invitation. Je dois dire que je voudrais passer un peu le message que mes pères ont bien voulu que je passe, à savoir qu'ils ont, d'une manière générale, M. Jean Bosco, apprécié l'invitation que vous leur avez adressée, parce qu'il était clair que vous souhaitiez qu'il soit présent et vous l'avez répété depuis le début avec leurs militants et vous semblez un peu déçus que la salle ne soit pas bondée. En tout cas, mes collègues ont dit qu'ils seraient là. Nous sommes 4 qui sommes là. Et on en a discuté. Ils auraient souhaité que l'invitation soit portée à leur attention un peu plus tôt, déjà. Je crois avoir reçu formellement l'invitation, je pense, le 20 avril. Et pour eux, avec leur agenda un peu difficile, on ne peut pas dire qu'on aurait pu avoir une mobilisation. On pouvait le faire, mais ça peut se faire. Je vous ai d'ailleurs proposé un remake. On pourra reprendre cet exercice ailleurs, parce que dans ce cas, il faut nous demander où est-ce qu'on veut que la grande palabre se déporte, où se passe, et on va travailler ensemble par rapport à l'organisation. Parce qu'on représente quand même... On ne peut pas venir à une invitation comme celle que vous nous adressez comme ça. On ne voudrait pas vous créer de problèmes du tout, parce que quand nous on se mobilise, on sait ce que ça peut avoir comme conséquence. Et vous avez remarqué la méthode que nous avons adoptée depuis le début. On aurait été juste avec vous en direct. Vous auriez eu une émission en direct. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On n'a pas besoin d'avoir des salles bondées. On espère que votre enregistrement va pouvoir être porté dans tous les médias, etc. Donc, c'était pour vous dire que c'est un peu ce qui est ressorti des échanges que j'ai eus avec mes collègues. Mais je salue la présence de tous les membres de la plateforme qui sont là, parce que c'est déjà 4 sur 7 dont on est là, parce que nous croyons en votre travail, Monsieur Jean Bosco, et nous remercions également tous les panélistes qui ont présenté les thèmes avant. Comme je l'ai dit, les panélistes ou les participants sont tellement doués et les échanges jusqu'ici vraiment sont appréciés. Donc, vous m'avez invité en tant que président national de l'UDC et porte-parole de la plateforme des partis politiques engagés dans la réforme du code électoral. Nous ne sommes pas le G7. Vous l'avez dit plus de 3 fois, j'ai compté. En fait, nous sommes la plateforme. On résume souvent la plateforme, mais en fait, c'est la plateforme des partis politiques engagés pour la réforme du code électoral. Et je me dois de présenter brièvement cette plateforme. Cette plateforme, mesdames et messieurs, a été constituée formellement et l'opinion publique en a été saisie à travers un communiqué du 31 mars 2021. L'objectif de cette plateforme, elle est simple. Elle est de proposer une réforme au système électoral camerounais. Et la démarche que nous avons pensée et affichée d'ailleurs, c'est une démarche profondément citoyenne, républicaine et démocratique. L'option, elle est là, elle est participative, elle est consensuelle. Et d'où l'intérêt de participer à ces échanges qui tournent autour de ce consensus. Si le consensus peut permettre un meilleur système électoral. Donc, dès le début, nous avons invité
à travers cette déclaration, les partis politiques, la société civile, les autorités traditionnelles, religieuses, tous citoyens qui pensaient, comme nous, que la bonne tenue des élections, qui passe par un code électoral accepté par tous, est un impératif pour la paix, la stabilité, la cohésion sociale durable, pour l'alternance pacifique, démocratique au Cameroun. Et pas seulement au Cameroun, c'est un fait partout ailleurs dans le monde aujourd'hui. Nous avons invité tous ceux qui savent, et qui savent le reconnaître sincèrement comme nous, qu'il y a de nombreux désaccords, il y a de nombreux déséquilibres aujourd'hui dans le code actuel. D'ailleurs, qui a été adopté en 2012 à l'Assemblée nationale seulement par le parti au pouvoir. Et il y avait les partis politiques à l'Assemblée nationale qui se sont désolidarisés. Il y en a qui ont quitté l'hémicycle et d'autres sont restés et se sont abstenus. Et d'ailleurs, tout à l'heure, comme le panel monsieur le président de Monde à venir, il évoquait 2012. Je me suis remémoré de l'ambiance que nous avions à l'Assemblée nationale ce jour-là, où on savait que la société civile était dehors, marchait vers l'Assemblée nationale. Donc c'était bien qu'il évoque. En tout cas, c'est pour dire que ce code a été adopté seulement par le parti au pouvoir. Il a évoqué les consultations faites par le Premier ministre, qui n'ont rien donné, puisque tous ceux qui préoccupaient les populations n'ont pas été pris en compte dans ce code. En tout cas, mais quand même, on va vous dire qu'on a évolué parce qu'on a rassemblé tous les tests qui régissaient les élections au Cameroun et on les a rassemblés dans un code qui est nous. Depuis, je parle de la plateforme en tant que nous. Nous, c'est l'honorable président Cabral Libi, Ly Ngege, il est là, il est le président national du PCRN. Nous avons, parmi les 7 partis politiques engagés, qui s'appelle la plateforme, parce qu'il y a cette plateforme-là qui est différente de tous ceux qui ont contribué par la suite. Je vais revenir là-dessus. Nous avons l'honorable président Kouemo Pierre, président national de l'UMS, le professeur Maurice Kamto, qui est président national du MRC, monsieur Prince Michael Ngwese Ekoso, qui est là, qui est président national de l'USDP, monsieur Hilaire Zipan, qui est là également, qui est président national du MP, l'honorable Joshua aussi, premier vice-président du SDF, et ma modeste personne, l'honorable Thomas Inonda Mjoya, président national de l'UDC. Et donc, quel a été le résultat de ce travail, puisque c'est ce que vous demandez? En un peu plus d'un mois, le secrétariat technique qui a été mis sur pied par cette plateforme et qui était composé des membres, des cadres de ces partis politiques. Ce secrétariat technique a un peu plus d'un mois, après un travail méticuleux, parce qu'il ne fallait pas oublier une proposition, a pu compiler plus d'une centaine de contributions. Et dans le rapport que j'ai demandé qu'on vous offre un exemplaire, dans ce rapport-là, vous allez voir le nom de tous ceux qui ont contribué ainsi que leurs contributions. Et c'était plus facile donc pour nous de trouver ce que nous recherchions, à savoir les points consensuels des contributions qui peuvent être apportées à l'état actuel du code électoral sans qu'on ait besoin de modifier la Constitution.
C'est pour dire que nous avons juste pris, nous avons rassemblé ce qui était consensuel par cette méthode participative. Et c'est important déjà de marquer que notre démarche actuelle de réforme, nous le voulons sans modification de la Constitution. C'est-à-dire qu'on peut arriver à apporter des meilleures élections au Cameroun aujourd'hui, même si on ne modifie pas la Constitution. Bien sûr que ce serait beaucoup mieux, et c'est possible de le faire en même temps, mais c'est pour que vous compreniez notre démarche qui ne veut pas brusquer qui que ce soit et qui doit être progressive parce que c'est important. Dans le champ que nous avons couvert, on l'a dit tout à l'heure et c'est bien, c'est déjà le champ global du calendrier électoral qui doit être connu, qui doit être respecté. Ce sont les périodes avant les élections, les périodes pendant les élections et les périodes après le jour du scrutin jusqu'à la proclamation des résultats. Donc, c'est l'ensemble couvrant ces périodes-là sur lesquelles nous nous sommes penchés, qui peuvent être modifiées en l'état actuel du Code. Les délais de la campagne électorale, parce que c'est vraiment une expérience que nous avons sur le terrain, et qu'il soit encadré juridiquement les cas d'inéligibilité, les nombreux cas d'inéligibilité qui sont constatés après les élections. Permettre aux huissiers de justice d'exercer normalement le jour des élections et sans contrainte préalable, comme ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Renforcer le pouvoir des commissions locales de vote, qu'elles soient communales, départementales ou régionales, et dont la proclamation provisoire des élections, ce serait un pouvoir des commissions locales. Et bien sûr, améliorer les délais de transmission des procès-verbaux, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un problème par rapport au temps prévu par la loi pour la transmission des procès-verbaux. Entre-temps, on constate qu'il y a des manipulations. Alléger les procédures de saisine des juridictions compétentes en matière électorale. Ça, c'est clair. Il y a aussi des questions de taux, des frais pour les candidats aux élections. On a souhaité, et dans les amendements, réduire les montants de la caution, parce que de plus en plus les taux augmentent. On ne devrait pas au Cameroun aller vers un scrutin censitaire, comme on sait que ça se passe ailleurs. Et même tout cela participe de l'amélioration du financement. Et le plus important, entre autres, garantir l'égalité juridique de tous les procès-verbaux issus des bureaux de vote au niveau des commissions électorales, que ce soit les procès-verbaux des représentants des candidats ou que ce soit les procès-verbaux des représentants des listes des candidats avec ceux de ELECAM. Monsieur Jean Bosco Talla, là c'est grosso modo ce que la plateforme a apporté comme changement. Et dans le rapport que nous avons distribué au président, nous avons d'ailleurs remis le premier exemplaire au président de la République. Nous en avons donné à ELECAM, aux institutions concernées et à des chancelleries, des organisations du système des Nations Unies et autres institutions internationales. Et c'est le but des élections. Les élections, c'est le premier droit et le premier devoir citoyen. C'est surtout parce que nous souhaitons éliminer tout ce qui, dans le code électoral actuel,
contribuent à la confiscation du pouvoir. Et quand vous allez parcourir notre travail, vous allez voir que c'est clair qu'il y a des dispositions de ce code qui sont là juste pour que le parti au pouvoir puisse être un parti éternel, comme on l'a dit tout à l'heure. Et la conséquence, c'est que les citoyens deviennent étrangers et à la vie de l'État et à l'exercice de l'autorité de l'État. Et le caractère obligatoire que nous avons voulu amender vient de la Constitution. Je l'ai dit tout à l'heure, je cite la Constitution, y participent tous les citoyens âgés de moins 20 ans. Donc c'est clair, y participent tous les citoyens. Je ne vais pas revenir sur le préambule de la Constitution qui affirme son attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Charte des Nations Unies, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et toutes les conventions. Et nous avons pris la peine dans l'exposé de notre motif ou bien dans l'introduction du rapport qui a été compilé, de revenir sur tous ces tests article par article qui fondent le consensus comme le meilleur vecteur de la paix, de l'harmonie et de la cohésion sociale à travers les élections. Donc, c'est une question c'est une question de principe. C'est clair, la Constitution nous y invite et plus les citoyens se sentent partenaires, partie prenante, plus après les élections, il y a moins de risques de dispersion, de violence. Et d'ailleurs, on l'a dit, dans le 4e pilier du document de présentation de la stratégie nationale de développement 2020-2030, la SND 30, qui a été présentée à l'Assemblée nationale, il est clairement dit que le gouvernement souhaite l'amélioration du système électoral pour les élections libres, justes, transparentes et crédibles. Donc, pour conclure cette deuxième partie et pour affirmer que quand le système électoral est consensuel, c'est vraiment déjà très bien parti pour l'organisation des élections justes, crédibles, transparentes dans toute société. En tout cas, qui respecte et qui s'est engagé en République et avec les valeurs, c'est les principes, c'est les b.a.-ba des principes et valeurs républicains et démocratiques. Nous permet de l'emporter quelque part. Pourquoi est-ce que nous voulons encore un autre système? Donc, j'ai un peu perçu ça, mais je dois vous dire que de façon très très ramassée, on ferait un film sur une promenade de la présidente nationale de l'UDC que je suis, que je ferai. Je vous amènerai volontiers dans les labyrinthes, le laboratoire des victoires entre guillemets de l'UDC dans le Noun, parce que je mets entre guillemets, parce que c'est bien parce que le 26 avril dernier, nous avons célébré les 31 ans de l'Union démocratique du Cameroun, de la légalisation de notre parti, qui avance malgré les forces visibles, les forces invisibles, les forces légales, illégales pour exister. Et ce n'est pas acquis. C'est ce que je dois déjà vous dire. Ça n'a jamais été un acquis. Nous avons toujours été sur les charbons ardents depuis la naissance de l'Union démocratique du Cameroun. Et c'est important de citer des dates qui vont rester à jamais de cette démonstration de lutte, parce que jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait pour un semblant de justice. Je vais citer ce qui nous est arrivé le 21 décembre 2006 à Foumban. Ça, c'était vraiment une tentative
de décapiter l'UDC au niveau du sommet. Il y a eu mort d'homme dans le domicile du président national qui a échappé à une fusillade parce que la porte principale de sa maison avait les rideaux qui avaient bougé et peut-être on croyait que c'était lui, avait reçu une grenade. Il n'aurait été des journalistes qui étaient là par hasard, qui l'avaient invité, qu'on n'aurait jamais, qu'on aurait nié qu'il y a eu cette malheureuse situation. Parce que quelques temps après, il y a un journaliste qui avait sans doute été payé, qui a osé dire dans un journal que le président de l'UDC racontait des histoires. Alors on a tout juste sorti le film qui peut être vu aujourd'hui et qui montre cette scène de guérilla qui s'est passée dans un domicile du maire. Le président était maire de la ville de Foumban, il était député à l'Assemblée nationale. Et c'est parce que en décembre, il venait de terminer une session. Il ne s'était pas montré favorable par rapport à un vote à l'Assemblée nationale justement sur la question électorale. Il s'était prononcé dessus. Et là, c'était peut-être une expédition punitive. Des expéditions punitives, il y en a eu plusieurs. Je dois revenir sur ce qui s'est passé le 1er janvier 2013 lors d'une fête, d'une manifestation qui, le 1er janvier, c'est le jour de l'an. Nous avons l'habitude de défiler en carnavalier. Il y a eu encore un désordre organisé par l'autorité traditionnelle et l'autorité administrative. Nous avons eu des arrestations arbitraires des conseillers municipaux, le premier adjoint au maire de la commune de Foumban et un des conseillers municipaux. Ils sont restés en prison près d'un an. Et je peux continuer. Aujourd'hui, d'ailleurs, après les élections de 2020, j'ai été agressée littéralement. Je suis toujours en justice parce que mes agresseurs n'ont pas été inquiétés jusqu'aujourd'hui, alors que c'était clair. Des personnes qui, ce même jour, se trouvent aujourd'hui condamnées à vie pour avoir, soi-disant, orchestré un homicide dans une de nos circonscriptions et dans un des villages. La question se pose de savoir à combien de vitesse est-ce qu'on règle les problèmes au Cameroun. D'un côté, on est victime d'une agression devant tout le monde. Ceux qui sont les agresseurs continuent à se balader et de l'autre côté, on va arrêter des personnes dans leur maison et ils sont jugés, condamnés à vie. Ça faisait longtemps que je ne savais plus qu'il y avait des condamnations à vie, mais là, il y en a à l'Union démocratique du Cameroun par rapport à des élections. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on l'emporte? Le président de Monde Avenir, tout à l'heure, a parlé de la surveillance en 1992. Je voulais lui dire que, dans le fond, en 1992, comment les résultats ont été détournés et comment on s'est rendu compte que quand on a des alliances, quand on essaye de se retrouver, on peut changer la donne. Et donc, il faut un minimum de consensus par rapport aux élections. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Sont choisis parmi les partis politiques représentés à l'Assemblée. 3 membres parmi les partis politiques non représentés à l'Assemblée. 3 membres également sont les partis politiques. Non pas les partis politiques, les partis politiques qui sont venus aux 3 premières positions lors de l'élection présidentielle. 2 membres venant de l'administration et 2 membres de la société civile. À première vue, directement, on constate que le conseil électoral que vous proposez est essentiellement politique. Pensez
pensez-vous qu'un conseil électoral ainsi constitué peut-il garantir véritablement, ou bien peut-il être indépendant? Aux différentes élections, ce ne sont pas les mêmes partis politiques qui peuvent être représentés à l'Assemblée nationale. Aussi bien, ce ne sont pas également les mêmes partis politiques qui peuvent occuper les 3 premières positions lors de l'élection présidentielle. Alors, la question est la suivante. Bien sûr, on peut étendre ça aussi pour les autres partis non représentés à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous ne faites pas de cet élément que vous proposez une structure essentiellement instable, où lorsque la configuration de l'Assemblée change, l'ECAM change, au risque même d'avoir à l'ECAM des personnes qui ne sont pas au fait du travail suivi? En parcourant également le code électoral que vous avez proposé, vous dites aussi simplement que le code électoral, les membres du conseil électoral ont un mandat, je pense, de 5 ans renouvelable, je pense. Est-ce que ce mode, comme cela se fait actuel, garantit véritablement l'indépendance de l'État? Est-ce qu'il ne serait-il pas mieux, par exemple, de créer une sorte d'inamovibilité des membres du Conseil électoral pour un mandat précis, par exemple 10 ans non renouvelable? Qui a une histoire, un espace, une anthropologie, une sociologie. Vous voyez que c'est très complexe de notre côté. Et lorsque vous êtes dans un espace politique comme ça, professeur Koa, vous n'avez pas de la production sociologique, vous vous jetez. Vous n'avez pas de barrière. Parce que l'intellectuel n'a pas pensé. Et donc, par conséquent, parfois ce que vous proposez n'est pas en adéquation avec la réalité. Et c'est quand on débat avec vous comme ceci que nous nous rendons compte qu'il faut réajuster. Parce qu'à la base, un homme politique, comment il est constitué? D'une pensée constitutionnelle, plus ou moins, de ce qu'il veut faire, s'il est président, d'une doctrine politique, c'est ce que les gens appellent habituellement, et c'est ce que l'enseignant appelait l'idéologie, dont nous copions, et d'un environnement traditionnel, sociologique et anthropologique. C'est cet ensemble-là qui fait le politique. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas un politique. Et maintenant, nous autres, qui avons été formés dans les partis politiques, nous héritons plus ou moins des positions des leaders précédents, avec leur tard, avec leurs avancées. Et nous sommes cette génération-là qui prenons généralement parfois des partis qui sont très anciens. Le mien a 30 ans et j'ai commencé à militer tout jeune et aujourd'hui en traversant toutes les étapes pour arriver au sommet du parti. Donc vous voyez que nous sommes aussi tributaires de cet héritage. Ce n'est pas peut-être le cas de Cabral qui est différent, ce n'est pas le cas de professeur Maurice Kamto qui est différent, et pour d'autres, c'est des gens qui ont appartenu à des partis politiques, qui ont démissionné pour ce qui est par exemple de Kouemo, qui a été formé complètement à OSIF et qui est parti créer l'UDC. Il est toujours difficile de faire l'équilibre entre les deux. Je pense que, prof, vous comprendrez, professeur, que vous comprendrez que nous serons toujours dans cette instabilité de la pensée, pas avec autant de finesse, pas avec autant de pointu que vous êtes, parce que vous êtes des observateurs et nous, les acteurs. Donc je voudrais que ce décor-là soit bien compris pour que nous avançons. Sinon, vous n'allez pas critiquer avec beaucoup d'aisance. La deuxième chose que je voudrais apporter, et ça, c'est de noter la volonté manifeste des politiques que nous sommes. Et là, c'est le premier volet. Nous sommes dans un environnement aujourd'hui qui a certainement des statistiques qui nous permettent d'analyser. Professeur Biroua, vous n'avez pas les statistiques, vous n'analysez pas. La scène politique a fait de ça. C'est une personne qui vote. Il a compris, il n'a pas compris, il est intellectuel, il n'est pas intellectuel, mais il vote, point. Bah, on compte. C'est la dictature du nombre. Et à partir de là, vous avez une scène politique clairsemée.
nous essayons, autant que faire se peut, de le rassembler. Notre groupe, c'est quoi? Vous prenez les scores des élections présidentielles. C'est à l'arrondi supérieur, 15% professeur Moïse Kamto, que nous contestons, hein, naturellement, mais il faut quand même des bases pour analyser. C'est 7% à Cabral, c'est 4% à Joshua Osinabangui, et c'est pratiquement 2% au feu à Dr Adamou Ndamjoya. Si vous faites l'addition mathématique, ça vous fait à peu près entre 24 et 26%. Score élection présidentielle. Vous pensez qu'on peut faire une analyse de la scène politique sans ne pas tenir compte de ça? Je dis non. Donc ce groupe, c'est quand même 26% à peu près des élections présidentielles. Si l'on prend en considération que le président Paul Biya a eu 71%, vous voyez, professeur, que nous sommes dans la fourchette où il n'y a pas d'espace. Sinon, des gens qui ont voté bulletin nul. Mais ça nous permet d'analyser. Elles ne sont pas vraies, mais c'est la seule façon d'avancer. La deuxième, c'est le respect, c'est la manière où les élections législatives et municipales sont déroulées. Prenez l'Assemblée nationale. Le SIF, c'est 5. Le PCRN, c'est 5 députés, naturellement, quand je le dis. L'UDC, c'est 4. L'UMS, c'est 2. Addition mathématique, 16 députés. Ne serait-ce qu'à une configuration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ça fait quand même un groupe parlementaire. Et c'est ce qu'ils essayent, depuis qu'on est ensemble, de mettre en route et de mettre. Avec tout ce que cela comporte comme des hauts et des bas. Parce qu'ils viennent nécessairement des horizons diverses. Il n'est pas évident pour le président Cabral de se soustraire à une démarche d'alliance au niveau de l'Assemblée nationale, si tant est qu'il a un député dans la même circonscription qu'un député du SIF. Il faut comprendre les arbitrages dont il doit faire montre pour pouvoir faire avancer les choses. C'est pas facile, c'est pas évident. Mais c'est des arbitrages politiques dans lesquels il faut faire. Nous avons 7 sénateurs pour le SIF au niveau du Sénat. 7. Et à part ça, il n'y a plus rien d'autre en ce qui concerne le groupe parlementaire. Quand vous prenez maintenant l'espace en ce qui concerne les régions, dans notre groupe, nous avons encore l'UDC qui a 17 conseillers régionaux. Et vous pouvez faire seulement une analyse sur la manière où on traite l'UDC au niveau du Conseil régional de l'Ouest, qui représente un quart de cette région en termes d'élections, mais qui en termes de représentativité au niveau de l'Assemblée n'a rien. C'est pas normal. Donc, ça peut être aussi là également des sujets. Et enfin, c'est bien entendu les mairies. Prenez globalement ces parties-là, nous ressemblons à peu près une trentaine de mairies, sans ne pas dire des conseillers municipaux. Donc, sur la scène, nous ne sommes que 7, certes, mais nous représentons à peu près en termes d'espace politique, si l'on considère que c'est un espace politique, d'à peu près ce chiffre que je viens de communiquer. La vision est celle qui nous semble la meilleure. Améliorer. Et je pense que Philippe Nanga vous a dit, ils ont déjà rédigé un code alternatif. C'est-à-dire que si on veut prendre un code pour en faire un code idéaliste, et le professeur Kouwa l'a dit, il n'y a pas de code parfait. Vous l'avez renchéri, madame, également. Madame, professeur, vous avez dit, il n'y a pas de code parfait. Donc on essaie d'être réaliste dans notre démarche en disant donc, voici ce qui est possible en termes de propositions. Et dans notre démarche, nous pensons qu'une fois qu'on a mis ça sur la table, le RDPC, du moins le parti au pouvoir, nous appellerait pour qu'on essaie de discuter dans cet ensemble-là. Parce que dans les documents tels que nous avons parvenus, on rédige l'article tel qu'il est fait, on produit un minimum des exposés des motifs de ce pourquoi il faut le changer, et on propose par la suite comment il faut le rédiger. Donc je pense que d'une manière intellectuelle, à moins qu'il y ait une autre méthode, voici pour nous la méthode qui nous permet de travailler un peu plus vite et pour que nous tombions d'accord. Mais certainement dans ces articles-là, il y a ceux qui sont négociables, non négociables et indispensables. Nous ne disons pas que les 80 articles qu'on a envoyés, ça va passer comme la lettre à la poste. On va trouver des arguments contraires en face et puis on va s'améliorer. Donc, je voudrais rappeler à Jean Bosco que c'est des propositions. Donc, nous n'allons pas nous enfermer ici à vous expliquer pourquoi nous mettons ça sur la table. Raison de plus pour que le parti au pouvoir nous démontre que peut-être c'est une instabilité, si semble son argument. Mais nous allons le copier sur ailleurs. Ça se fait un peu comme ça en Côte d'Ivoire. Et le débat en RDC, je pense que c'est sur le contrôle professeur Akoa, ce débat-là a eu en RDC avec beaucoup de véhémence, avec l'Église catholique qui a été suffisamment fort. Mais ce que vous n'avez pas oublié de mentionner, c'est qu'il y a un DG des élections qui
lui, cette fois-ci, n'est pas nommé, comme on entend, mais qui pourrait faire l'objet d'un appel d'offres à candidature et qui rend l'opérationnalisation du travail du conseil, parce qu'en fait, le travail de conseil ne met que les grands décors. Voilà un peu le schéma que nous avons. Nous n'avons pas que ce schéma, il est complet. On peut nous opposer un argumentaire contraire à cela et nous pouvons nous améliorer. Donc je voudrais que vous nous refusez, vraiment qu'on ne s'enferme pas trop dans cette démarche-là, mais que nous jetons ça comme des bases pour que l'auditoire puisse nous écouter sur ce qui nous anime. Donc, en fait, je voudrais que, ici ensemble, nous nous regardons dans les yeux et nous faisons un peu de la politique. Si nous disons que le tournant de 2025 n'est pas un tournant, on se trompe. Si nous disons qu'en 2025, nous loupons, on est foutu, on se trompe. Et je voudrais que cet auditoire retienne quelque chose. En Afrique, il y a eu l'alternance partout, sauf au Cameroun. Et le parti qui est au pouvoir au Cameroun, depuis 1960, il est toujours au pouvoir. On perd de vue parfois ça. Il est passé seulement de l'UNC au RDPC. Mais c'est le même parti qui est au pouvoir. Et nous, les acteurs politiques, qui enclenchons dans le processus démocratique, il est difficile pour le tenant de ceux qui ont le pouvoir de faire une fenêtre dans la démocratie et de ne pas contrôler cette démocratie. Jean Bosco Tani, le président Biya est au pouvoir depuis 1982. Et en 1982, il n'y avait pas la démocratie. Il a eu un tremblement en 1992. Mais depuis que c'est rectifié, il ne prend plus jamais de risques incalculés. Il ne prend plus jamais ce risque-là. Donc nous aurons affaire à tout ça. Et vous le savez bien, il y a toute une batterie des hommes là-bas, super intelligents. Ne pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, c'est se tromper. Et c'est pour ça que quand j'ai devant un auditoire comme celui-ci, la chance d'avoir le professeur Biolé, Stéphane Akowa, qui s'intéresse à ces choses-là, parce que moi, je l'ai écouté attentivement, j'ai lu beaucoup de ses articles en ce sens-là. Ça pour nous, ça me permet de nous améliorer. Et vous voyez que je ne réponds pas naturellement à la question, mais pour vous dire l'esprit qui nous anime, la manière, l'envie, la connaissance. Mais le côté suspicieux, il y aura toujours. Est-ce que ça va être cohérent? Est-ce que ça va... Si on a pu fonctionner depuis 1 an, avec des hauts et des bas à l'intérieur. Mais c'est parce que également le talent de Madame la Présidente, c'est peut-être parce que c'est la seule femme, peut-être. Mais le talent qu'elle a permet à ce qu'on se rassemble en permanence. Et je pense que tout à l'heure, le jeune, le prince écossais vous apportera un certain nombre de choses. Jeune animateur, il est là pour vous dire, prendre le risque de se jeter dans l'arène et de prendre les coups qu'il prend. Ah mon vieux, et ça, les suspicions, c'est tous les jours. Hein. Ah, allez raconter ce qu'on entend de Tomaino, oh, ça raconte de partout. Ça raconte. Il est dit, c'est partout, c'est au quotidien. C'est pas évident, les amis. Et je voudrais que c'est comme ça que nous voulons concevoir. Et dire que vraiment, ce serait ma plaidoirie, que des tribunes comme ça avancées, que des professeurs d'université, parce que c'est le maniement de l'intellect, c'est l'observateur, quelqu'un qui a de la puissance, de la doctrine, qui a fait des fouilles, qui puisse nous alimenter. Parce que, et là, je peux vous dire, quand vous allez à la librairie, vous n'avez rien qui vous alimente sur la sociologie, sur l'anthropologie, sur la démocratie, sur l'économie. Je vois le professeur Biroa qui aide SND 30. Prof, mais est-ce qu'un pays a 2 actes de naissance? Ils sont malins, ces gens-là. On marche avec 2 actes de naissance. C'est-à-dire que la constitution de l'État, on dit, bon, au cas où vous ne trouvez pas les éléments dans cette constitution, référez-vous à l'ancienne. Est-ce qu'un État a 2 actes de naissance? La constitution, c'est l'acte de naissance d'un État. On se dit, bon, on passe à la 2e République et ça commence tel jour. Et ce jour-là, on refond tout. Élections municipales, législatives. Quand les militaires arrivent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Suspension de la constitution. Charte pour le machin et reprise de toutes les élections. C'est ce que Mme Tomayo vous dit. Si on ne fait rien, c'est ce qu'ils vont faire au Cameroun. Nous ne l'irons pas. Ah, tout ça, vous avez échoué. Mettez-vous de côté. On reprend. Municipal, législative, présidentielle. Et nous disons, avec un code consensuel, nous serons d'accord à aller à toutes les élections. Voilà le sens de ma plaidoirie.
Voilà le sens du discours qui anime. Maintenant, les questions particulières, je sais, Philippe Nangame dira que j'ai laissé ceci sur le carreau, mais sur les cautions, sur la manière ou sur les commissions, sur les révisions, vraiment on peut débattre de longueur en journée, on ne va pas jamais s'en sortir. Nous restons dans le cadre, ce sont des propositions et nous concluons toujours par ceci. Nous ne jouons pas la force du nombre, mais la force de son argumentaire. Même si tu es seul, et que vous avez la force de l'argumentaire, je pense qu'on finit par conclure que vous avez raison. Voilà le sens de notre débat. Je vous remercie. J'aimerais continuer là où le président s'est arrêté. That is to say, most of the time, Cameroonians, the civil society, they blame all the blames they want to blame on opposition parties. And one of those blames was on a debate, on a TV debate which I was invited about 4 days ago. And they say that, oh, you see, you opposition, you are not united. Because if you come together as one, you'll be able to make a change and the CPDM will be gone forever. And there are many attempts for opposition parties to come together so that they can carry out actions that reflect the aspirations of Cameroonians. When it comes to democracy, when it comes to elections, when it comes to human rights. But in my humble opinion, the 7 opposition parties that have, for the past 1 year and some months now, have worked together in order to produce a proposal of a change in the electoral code has proven itself that opposition parties can come together. So the debate or the argument that opposition parties cannot come together, that debate, in my view, has to be cancelled from now. Donc, le challenge à l'heure actuelle par rapport aux arguments que les opposants, les partis politiques dans l'opposition n'arrivent pas à se militer ensemble pour donner une aspiration sur l'alternative au Cameroun, ces débats n'ont plus la place sur notre discussion. Pourquoi? Parce que ça fait presque déjà 1 an, quelques mois, que les 7 partis politiques qui ont un maillon solide sur le terrain politique au Cameroun sont mis ensemble pour produire un document fondamental. Un document qui donne une image ou bien une vision politique pour notre pays. Pourquoi? Parce que la politique, c'est dans les élections. Si on ne joue pas la politique dans les élections, on est tenté d'avoir encouragé les âmes de prendre le devant. Ce qui n'est pas une suggestion parmi nous ici. On ne veut pas que l'alternative au Cameroun soit jugée ou bien soit menée par les âmes. Donc, le challenge maintenant est entre vos mains. Parce que nous, et comme le président Hilaire vient d'analyser d'une manière technique, le travail ou bien les activités politiques pour certains de ces 7 partis politiques donnent une score importante en ce qui concerne le jugement politique dans notre pays.
Et si nous sommes capables de tenir, de produire, de susciter l'engouement sur la participation active de la vie politique de notre nation, je pense qu'il est question maintenant, je suis d'abord vraiment très très content de rencontrer le professeur Biloa. À quoi ou bien bivoler, tout ça. J'écoute seulement dans la radio ou bien parfois même à la télé, mais je n'ai jamais eu cette opportunité de vous rencontrer face à face. Donc, je pense qu'il est vraiment très très confortable, n'est-ce pas, de rencontrer les gens comme vous qui sont devant nous aujourd'hui. Parce que nous sommes en train de parler par rapport à la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. Le Cameroun n'est pas le Cameroun seulement sur la carte. Le Cameroun, c'est vous. Le Cameroun, c'est nous. Et si on ne aménage pas tous les efforts et toutes les dispositions d'une manière déterminante par rapport à l'avenir de notre pays, il serait très très difficile, plus difficile même que la Centrafrique. Donc, il faut comprendre que, comme le président Hilaire disait, selon mes jugements, peut-être je peux être... ça peut être un jugement un peu erroné, mais je pense que on ne peut pas encore parler de la démocratie au Cameroun. On peut parler de multipartisme au Cameroun. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. C'est ça la définition de la démocratie. Et si tu donnes le pouvoir au peuple, ça veut dire qu'ils doivent participer dans la gestion, ou bien il doit faire part à la décision de la nation par les élections. Et si les citoyens sont empêchés de participer dans les votes à travers la corruption, à travers certaines manipulations que nous tous on connaît, ça veut dire que nous ne sommes pas encore dans la démocratie. Donc, il est temps et il est vraiment approprié, n'est-ce pas, pour nous, aujourd'hui, devant cette grande palabre, n'est-ce pas, de discuter ces choses avec sincérité et avec beaucoup de cœur. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, les Camerounais, qui disent que je ne suis pas un politicien. Quand tu pars dans les universités, aujourd'hui, ça fait presque une semaine, on a constaté. Au l'électorat du Cameroun, et que vous faites une lecture comparative avec la Constitution, vous trouverez que certaines propositions que la plateforme a faites visent à harmoniser, à rendre même cette loi en conformité avec la Constitution. S'agissant de cette question précise, l'article 2 de la Constitution, alinéa 3, stipule clairement que le vote est secret. Le vote est secret, égal et secret. Y participent tous les citoyens âgés au moins de 20 ans. Tous les citoyens âgés au moins de 20 ans. La Constitution n'a pas dit que peuvent participer les citoyens âgés de 20 ans. Le vote est égal et secret. Y participent tous les citoyens âgés au moins de 20 ans. Ça veut dire que, selon l'esprit de la Constitution, tout citoyen âgé de 20 ans doit voter. On ne peut donc pas rentrer dans les dispositions de la loi si que
les citoyens sont libres de voter ou de ne pas voter, d'aller voter ou de ne pas voter. L'expression de sanction se lie dans le taux d'abstention et non dans la participation, dans l'inscription. Les gens doivent s'inscrire déjà, participer au scrutin. S'ils trouvent que les candidats ne méritent pas leur confiance, ils votent nul. Ils votent nul. Maintenant, c'est question d'interprétation entre l'esprit de la Constitution et l'esprit de la loi qui, aujourd'hui, consacre la liberté de s'inscrire sur les listes électorales ou de ne pas s'inscrire. Et tout se joue là, puisque le gouvernement fait l'effort, le pouvoir actuel fait l'effort de faire croire aux citoyens que les dés sont pipés d'avance, décourage les gens à aller s'inscrire, et donc au fur et à mesure que le nombre d'électeurs se trouve moins élevé, la fraude est beaucoup mieux maîtrisée. Toujours dit qu'on peut raconter tout ce qu'on veut. Comment l'UDC, et j'insiste sur l'UDC, parce que l'UDC avait ou a, c'est selon, dans son bastion électoral que le nom, une adversité politique du pouvoir de premier plan. Parce que j'aurais pu convoquer aussi l'UPC, qui a pour bastion l'Union et Kélémé, le niveau d'adversité à laquelle faisait face ou fait face l'UPC n'est pas analogue à l'amplitude de l'adversité à laquelle faisait face l'UDC ou fait face l'UDC. Dans le monde, vous suivez mon regard et vous verrez vers où il est braqué. Et c'est quelque chose qui, moi, c'est une expérience qui m'a beaucoup intéressé. Et j'ai d'ailleurs, dans cette salle, un ancien militant du PCRN qui a démissionné et qui a rejoint l'UDC et qui nous a fait faire ce que l'UDC, nous disait-il, avait fait par le passé. Je vais vous raconter ça. C'est à la présidentielle de 2018. Et je le dis parce qu'il est là et c'est lui qui était venu avec cette idée inspirée de l'UDC. Du coup, c'est pas très étonnant qu'il y soit allé plus tard. C'est que lorsqu'on faisait les bulletins de vote en 2018, j'avais choisi le bulletin blanc. Et à la dernière minute, on a annulé mon bulletin parce que le président de la République avait aussi un bulletin blanc. On a dit que lui, il doit avoir un bulletin blanc. Donc du coup, à la toute dernière minute, il a fallu qu'on nous fasse un bulletin. On a choisi le gris. Et on ne pouvait donc plus me faire des bulletins de campagne. Donc on nous a donné comme bulletin de campagne les vrais bulletins. Et celui qui à l'époque a eu l'idée, c'était lui, M. Magui. Il a dit, calmez-vous. Ce qu'il vient de faire, je vais vous montrer comment on s'en sert. Et il est allé à Pouma, qui est son village, et tout le monde se demandait comment on avait fait pour battre, parce que la ville de Pouma, c'est quand même l'ancien DG de Sosukan, l'ancien DG de Tradex, l'ancien, enfin, c'est une constellation de pontes de l'île. Et il a tout simplement fait comme il pensait qu'il devait faire. Du coup, ceux qui distribuaient de l'argent à des gens qui allaient voter et ramener un bulletin. Puisqu'on leur donnait 5 000 en contrepartie de notre bulletin. Et ils leur ramenaient un bulletin. Mais pourquoi? Mais parce que nous, on avait déjà le bulletin. Et du coup, au soir du vote, on a fait arrêter une vingtaine de personnes qu'on a amenées à la gendarmerie au prétexte qu'ils avaient fait la magie dans les urnes. Et quand on m'a appelé, j'ai dit passez-moi le commandant. Lui, il vous donne 5 minutes pour libérer ces cas. Parce que je veux bien que vous serviez le régime, mais pas à ce point. Pourquoi vous arrêtez ces gens? Il dit non, c'est des gens qui avaient des bulletins, je pouvais le prouver. À moins que vous vous rendiez complice de ceux qui donnaient 5 minutes. Et dans les 5 minutes après, qui suivaient, ils étaient partis. Donc pour dire que pour nous, la solution n'a jamais été autre que le réalisme. C'est le réalisme. Si ça marche à Fumban, dans le Noun, ça marche dans le Nyoké. Ça a marché pendant longtemps. C'est pas parce qu'il y a eu la guerre au Nozo et que le SDF a reculé à cause de la guerre. Mais ça a marché. Alors, à moins que vous me démontriez que la formule là n'est faite que pour le nous,
le Nyomekele, la Sahara maritime, comment encore, le Bamida, c'est la Mensa, ou que sais-je encore. Non, c'est pas vrai. Le débat se situe au niveau de la culture politique, au niveau de l'engagement. Vous savez, moi j'ai su tellement de choses. Je me souviens.